Ladies and gentlemen, Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or d'Hollywood. Le 13 mars 1925, le médecin est appelé une nouvelle fois au chevet de la jeune Lucille Rixen. À seulement 14 ans, la jeune actrice est promise à un avenir grandiose au grand écran. Cependant, lorsque le médecin arrive, il est trop tard. Il ne lui reste que quelques instants à vivre. Qu'est-ce qui a mené cette adolescente à mourir si tôt? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je vous parle aujourd'hui de Lucille Rixen, une enfant star qui va faire un peu de photos au début des années 1910 avant de vite se tourner vers le cinéma. En fait, vite se tourner, oui et non, parce que c'est sa mère, surtout, qui va gérer d'une main de fer la carrière de sa fille. Elle va lui laisser que très peu de repos. C'est ce qui va la mener à une fatigue immense qui va ultimement la mener aussi à sa mort prématurée. En me lançant dans mes recherches, je savais que ça allait être passionnant de découvrir sa vie, mais aussi un peu enrageant. Les enfants stars, il y a toujours une incertitude, On sait jamais si les parents ou l'un des parents pousse un peu trop ou si c'est vraiment l'enfant qui veut ça. Avec Lucille Rixen, on se rend compte qu'elle voulait devenir une star, qu'elle aimait le cinéma, mais malheureusement, elle était plus ou moins bien entourée. Sa mère était peut-être trop exigeante. Merci d'être à l'écoute. Je m'attarde pas plus sur l'intro. On se lance dans l'histoire avec un grand H de Lucille Rixen. La petite Lucille Rixen naît à Chicago le 22 août 1910, selon la version officielle du moins, parce qu'il est possible que sa mère à plusieurs reprises ait modifié sa date de naissance pour la faire paraître une fois plus jeune, une fois plus vieille. Un mensonge ou des mensonges plutôt qui auraient pu servir pour certains contrats ou demandes artistiques. Ses parents sont des immigrants danois qui n'ont pas la vie la plus aisée. Ils ont eu affaire avec d'importants problèmes financiers avec leur arrivée en Amérique. C'est par contre un mariage d'amour, une union heureuse. Ils s'aiment énormément et en 1910, quand ils accueillent Lucille, ils sont aux anges. Ils avaient déjà un fils, Marshall, né en 1907. Lucille vient donc ajouter au bonheur du couple de la petite famille. Sa mère, Ingeborg, si je prononce bien, je suis désolé, quand elle était au Danemark, voulait faire de la scène, mais la vie en a décidé autrement. Alors qu'elle était encore un bambin, Lucille démontre des qualités artistiques assez impressionnantes. Elle apprend à parler, bien parler même très tôt. Elle est capable de retenir un texte qu'on lui dicte et même une mise en scène complexe. C'est une évidence, Lucille a la scène dans le sang, au plus grand bonheur de sa mère qui voit l'occasion de vivre son rêve de scène au travers de sa fille. À peine a-t-elle appris à marcher que Ingeborg va trouver des premiers contrats artistiques à sa fille. Pour quelques dollars au début, Lucille va poser pour des photographes d'expérience ou non et devant des artistes établis ou non. La petite fille devient vite une jeune modèle en demande parce qu'elle est magnifique. Avec sa chevelure blonde bouclée et ses grands yeux en amande, elle est un peu la modèle de fille américaine parfaite. Les contrats s'accumulent très vite au bonheur de ses parents. Par contre, Ingeborg va se mettre à accepter des offres plus étranges. Elle va accepter que sa petite fille pose nue. À même pas 5 ans, Lucille se retrouve complètement nue, parfois à peine cachée par un tissu de soie, devant des adultes qu'elle ne connaît pas pour poser quelques heures.
Ça va arriver malheureusement très souvent. La petite fille est inconfortable, mais ça rapporte beaucoup et Ingeborg l'oblige à le faire. Lucille peut qu'écouter sa mère. C'est en 1915, à 5 ans, que sa mère va l'entraîner à la porte d'un studio de cinéma, celle de la SNA. Ingeborg a entendu dire que les vedettes de cinéma gagnaient très cher, qu'elles avaient un certain droit sur le succès de leurs films et que leur salaire pouvait très vite monter en flèche. Le studio de la SNA est charmé par la petite Lucille et lui font signer un contrat. La même année, elle va tourner dans son premier court-métrage de Millionaire Baby, où elle est créditée comme Baby Rickson. On est bien avant Shirley Temple et même avant Baby Peggy que je vous ai déjà parlé. Au travers de ses contrats photos, Lucille a maintenant quelques tournages souvent non crédités et son horaire devient très chargé pour une fillette. Elle peut travailler de tôt le matin jusqu'à tard en soirée, sans jamais vraiment avoir de pause, puisque tout le monde s'organise pour que tout se passe au studio de la SNA. Jusqu'en 1918, la popularité de Baby Rickson va augmenter assez lentement, mais en rapportant toujours un peu plus d'argent à sa famille. Une famille qui va plus ou moins bien d'ailleurs. Depuis le début de Lucille au cinéma, ses parents se disputent de plus en plus. Samuel, le père, trouve que sa fille travaille trop et maintenant que sa femme envisage de faire signer un contrat à son fils Marshall, c'est trop. Un divorce est signé en 1918 et c'est à Ingeborg que la garde des enfants sera donnée. Ingeborg est bien consciente qu'à Chicago, les opportunités restent locales. Elle sait très bien que c'est à Hollywood maintenant que les plus grandes stars du pays se font. Sans hésiter, ne reculant devant rien et sachant l'immense potentiel de sa fille, Ingeborg rompt le contrat de Lucille avec la SNA et part pour Hollywood en 1920. Un risque calculé et conscient mais qui va rapporter. À peine arrivée, la jeune Lucille est approchée par Samuel Goldwyn, qui est sur le point de fonder la MGM, qui va devenir le studio le plus important de tout le pays. Goldwyn, en à peine quelques minutes, est bien conscient du talent naturel de Lucille pour le jeu et est plus qu'impressionné. Et ça tombe bien, il cherche de nouveaux visages pour le grand écran. Un contrat est vite signé avec la petite famille et en moins de temps encore, le succès va arriver aux portes de la fillette de 10 ans. Goldwyn la fait tourner dans The Adventure of Edgar Pomeroy, une série de courts-métrages comiques. Le public va s'attacher très vite à celle qu'on appelle maintenant par son vrai nom, Lucille Rickson. Elle devient un peu la star du moment. Son portrait apparaît dans tous les journaux de l'époque et pour la première fois, le nom d'une enfant est mis de l'avant sur les façades des théâtres. C'est à partir d'ici, à seulement 11 ans, que la vie de Lucille Rickson va changer à tout jamais. Grâce à la série de courts-métrages The Adventure of Edgar Pomeroy, Lucille Rickson a atteint un niveau de popularité, même de célébrité qu'on pourrait dire, jamais touché par un enfant. On fait plusieurs autres suites au film, toujours avec Lucille, qui vont connaître beaucoup de succès. La jeune actrice adore ce qu'elle fait. Le matin, elle peut être grincheuse, espiègle devant la caméra, l'après-midi, amoureuse d'un lapin et le soir, être une jeune fille énergique.
Elle peut être tout ce qu'elle veut en l'espace de quelques heures et ce à chaque jour. Elle s'amuse beaucoup. Au studio de la Goldwyn, on aime beaucoup travailler avec Lucille parce que oui, elle est douée, mais elle possède aussi une écoute extraordinaire. Elle sait en quelques paroles ce qu'elle doit jouer, ce qu'elle doit faire et où aller sur le plateau. En plus d'apparaître au grand écran, la jeune fille est de toutes les tournées promotionnelles. Ingeborg, sa mère, refuse aucune offre de toute façon pour apparaître dans les salles de cinéma afin de promouvoir le film et surtout attirer des foules monstrueuses. Des foules remplies de fans qui espèrent voir quelques secondes la jeune actrice star. Lucille parle parfois à ses admirateurs à leur plus grand bonheur. Des tournées promo, comme on dirait aujourd'hui, qui rapportent beaucoup d'argent à Ingeborg. Elle va d'ailleurs les enchaîner, laissant à sa fille que très peu de jours de repos. Les contrats et les offres s'accumulent, les suites aussi, et au bout de 11 films des aventures d'Edgar Pommery, on décide d'arrêter la série. Pour la petite anecdote, en 2025, à l'heure où j'enregistre, toute la série d'Edgar Pommery est considérée perdue. Du moins, personne ne sait s'il existe encore des bobines ou des copies de la série. On cesse la série pour une raison bien valable. On veut faire tourner Lucille Rickson dans son premier film « sérieux » entre guillemets. En 1922, elle tourne aux côtés de la star Marie Prévost dans le film de Marianne Flipper, une première apparition dans un film d'adulte bien remarqué. À 12 ans, Lucille devient une actrice professionnelle. La même année, elle apparaît aussi dans l'immense drame de Stranger's Banquet. Et soyons honnêtes, toute la publicité tourne autour de la jeune adolescente. Son nom est le seul qui apparaît dans les magazines quand on parle du film qui s'apprête à sortir. Même chose une fois la sortie faite. Le nom de la jeune actrice est le seul que l'on voit dans les critiques. À chacune de ses apparitions au cinéma, ses rôles sont plus sérieux, plus grands, plus importants. À 12-13 ans, elle incarne des rôles d'adultes, des femmes amoureuses, jalouses, habillées en femmes fatales parfois et surtout, elle a l'air d'une adulte. La presse écrit à plusieurs reprises que Lucille a en fait 16 ans, alors que non, elle est un peu plus jeune. Une fausse croyance apportée sans doute par sa mère, qui n'hésite pas à parler aux médias à la place de sa fille, bien évidemment. Ingeborg gère la carrière de Lucille d'une main de fer. Tout est négociable, allant de ses apparitions au grand écran jusqu'aux tournées de promotion, passant par les séances de photos. Tout rapporte toujours un peu plus. Une mère très fière, avec raison, et qui garde tout ce qui a un lien avec sa fille. Articles de journaux, critiques, photos, affiches, cartons d'invitation, tout. Parfois, Lucille ajoute une petite note au cliché. Une courte phrase qui la ramène à son état d'esprit du moment ou à un sentiment nostalgique. Le rythme de travail est immense, même pour une adulte. Le matin, elle tourne. Le midi, elle mange à peine entre 2 séances de photos et le soir, soit elle tourne à nouveau, soit elle fait partie d'un spectacle promotionnel. Entre ses nombreuses activités professionnelles, elle trouve un peu de temps pour l'école. Elle dort que très peu, ce qui se fait ressentir parfois sur les plateaux, sans surprise. Sur le plateau de The Rendezvous, où elle joue une femme malheureuse, mariée à un homme dirigeant russe, elle commence à ressentir un épuisement. Les scènes sont moins fluides, elle s'exécute plus difficilement. Par contre, la visite d'un journaliste qui fera un petit article à son sujet est bien intéressant. Il explique que Lucille, bien qu'elle soit très jeune, présente toutes les qualités d'une grande actrice. On la compare à Gloria Svensson et même à Lillian Gish, 2 méga stars et légendes vivantes du cinéma déjà à cette époque. Le journaliste ajoute qu'elle a une rigueur de travail impressionnante, chaperonnée par sa mère. Il juge aussi son horaire un peu excessif pour une adolescente. Il souligne sa grande misère à accepter ses erreurs et les mauvaises prises. Le journaliste termine en écrivant qu'il espère que la jeune star trouvera le juste équilibre dans sa vie pour pouvoir être toujours dans une forme remarquable. C'est comme un triste présage, puisque cet équilibre ne sera jamais trouvé. Pendant qu'on tourne de Rendez-vous, une étrange rumeur va se mettre à circuler. Elle circule tellement vite et prend une telle ampleur qu'elle apparaît même dans les journaux. On ne sait pas d'où elle vient, mais on annonce en grande pompe là, que la jeune adolescente s'est mariée à sa co-star Sidney Chaplin, le demi-frère de Charlie Chaplin.
Reconnu pour être un coureur de jupons, l'annonce du mariage fait beaucoup parler. Est-ce que Lucille a fait trouver le droit chemin à Sidney Chaplin? Après quelques recherches pas très compliquées, pour être honnête, on découvre qu'il n'existe aucun contrat de mariage en lien avec cette annonce. Coûts publicitaires, fausses nouvelles pour faire vendre, rumeurs, sûrement fait, rien n'est vrai. Ça a tellement fait parler et c'est apparu dans tous les journaux de l'époque que je pouvais pas passer à côté de cette information. Au début de l'année 1924, Lucille Erickson a tourné pas moins de 11 films au cours des 7 derniers mois. Une cadence immense. Elle commence à ressentir les premiers symptômes d'une dépression nerveuse, mais aussi d'un grand épuisement professionnel. Lucille demande à sa mère un peu plus de repos, mais hors de question pour Ingeborg. Sa fille ne doit pas diminuer la cadence, les fans la demandent sans cesse. À l'été 1924, la santé mentale et physique de Lucille chute drastiquement. C'est malheureusement le début de la fin. Pendant l'été 1924, Lucille Erickson, à 14 ans, est au bord de l'épuisement non seulement professionnel, mais aussi psychologique et physique. Elle débute le tournage du film de Daniel dans un état quasi désastreux. Le tournage est difficile, les scènes sont enchaînées avec misère jusqu'au jour où Lucille craque. En crise de larmes, elle regagne sa loge. Elle ne va jamais réapparaître sur le plateau. Le lendemain, sous les conseils de Samuel Goldwyn, Ingeborg fait entrer sa fille dans une maison de repos. Même avec les meilleurs soins, l'état de l'actrice ne s'améliore pas, même qu'elle s'empire. Après plusieurs semaines d'absence au studio, les médias s'inquiètent et qui, selon vous, apparaît? Ingeborg, bien sûr. La mère tente de rassurer la presse. Elle est cependant très honnête. Elle explique que sa fille souffre d'un épuisement professionnel et de possiblement une dépression nerveuse. Elle affirme qu'elle se soigne et que très bientôt, elle retournera devant l'objectif. Ce n'est qu'une question de semaines, affirme la gérante et mère de Lucille Erickson. Les semaines vont devenir des mois et rapidement, on est en janvier 1925 et c'est là que tout va débouler à une vitesse folle. En ce mois de janvier 25, la santé de Lucille inquiète de plus en plus. On fait venir un nouveau médecin à son chevet qui lui diagnostique une forme grave de tuberculose entraînée par un épuisement. Malgré la situation, le médecin va noter que la jeune Lucille de 14 ans est souriante, sympathique et est impatiente d'aller mieux pour recommencer à tourner. En fait, elle explique à l'homme qu'elle est prête aux traitements les plus difficiles pour aller mieux le plus vite possible. On transfère au même moment environ Lucille de la maison de repos à chez elle, afin qu'elle se sente un peu mieux. Au moins, elle sera dans ses affaires et aura l'impression de se rapprocher du cinéma. Encore une fois, même les meilleurs traitements ne peuvent rien et l'état de Lucille empire. Elle reçoit beaucoup de visites des gens de l'industrie avant que Ingeborg fasse refuser tout visiteur inutile. Elle veut que sa fille se repose le plus possible. Enfin, une décision qui semble un peu plus sensée de la part de Ingeborg. Le 21 février, au petit matin, Ingeborg est réveillée par les pleurs de Lucille. Elle se lève en vitesse et retrouve sa fille dans une souffrance immense. Elle est en sueur et est incapable d'articuler une phrase claire.
En remontant ses oreillers, Ingeborg va ressentir une immense douleur à la poitrine, avant de s'écrouler au sol dans un bruit sourd. Marshall, le frère de Lucille, alerté par les cris de sa sœur, mais surtout par le bruit sourd, monte en vitesse. Il trouve sa mère dans un piteux état. Il essaie tant bien que mal de la poser sur le lit de Lucille, mais quelques secondes plus tard, Ingeborg laisse échapper un ultime soupir avant de perdre connaissance. Le médecin est appelé en vitesse et à son arrivée, la mort de la mère est annoncée aux enfants. Ingeborg avait 45 ans et a succombé à une crise cardiaque dans les bras de sa fille Lucille. Après la mort de sa mère, Lucille va être veillée par son frère, mais aussi par une pléiade de personnalités de l'industrie. Des amis qui vont s'assurer que les deux adolescents, parce que, rappelons-le, Marshall est aussi un adolescent, vivent dans les meilleures conditions possibles. Paul Byrne, l'un des hommes les plus importants du cinéma, va s'assurer que Lucille reçoit les meilleurs soins. Il va payer l'une des meilleures infirmières d'Hollywood afin qu'elle reste au chevet de la jeune star. Lois Wilson, célèbre actrice des années 10, va presque habiter chez Lucille tellement elle y est souvent. Lois et Lucille se sont rencontrés au cours de tournées promotionnelles et Wilson s'est prise de tendresse et d'affection pour la jeune star. Lois Wilson va devenir un peu la seconde mère de Lucille au fil du temps. Conrad Nagel, acteur reconnu également, fait partie des visiteurs quotidiens. Il va très souvent apporter des pâtisseries à Lucille et Marshall. C'est hyper touchant, je trouve, de voir cette mobilisation de l'industrie envers Lucille et son frère. Il y avait vraiment un esprit de bienfaisance, tout le monde voulait qu'elle se porte mieux. Le 13 mars 1925, au matin, Lois Wilson va constater que Lucille ne semble pas consciente. Du moins, elle a l'air dans un état désastreux comparé au jour précédent qui était rempli d'espoir. Elle voit que la respiration de l'adolescente est faible et irrégulière. Elle constate aussi qu'elle a terriblement pâli depuis la veille. En après-midi, très inquiète, Lois va appeler la médecin qui va se rendre au chevet de Lucille. Après un court examen, il annonce à l'actrice qu'il ne reste que quelques heures à Lucille. Avant la fin de l'après-midi, tenant la main de son frère Marshall et sous les larmes de Lois Wilson, Lucille Rixen décède de la tuberculose à 14 ans seulement. À l'annonce de sa mort, le traitement médiatique est immense. On en parle beaucoup. On accuse la défunte mère de Lucille de l'avoir épuisée et de l'avoir menée à sa mort prématurée. Des accusations que le médecin va collaborer malheureusement. Il affirme que la tuberculose dont souffrait Lucille n'était pas à la base mortelle, mais que l'épuisement physique dans lequel était l'actrice a contribué à la rendre mortelle. À la mort de Lucille, le quart de sa fortune va revenir à son père, Samuel, disparu de sa vie depuis quelques années. Le reste de sa fortune ira à son frère Marshall qui sera adopté entre guillemets par Conrad Nagel, qui s'assurera du bien-être du jeune homme jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que les ambitions de Ingeborg envers sa fille ont contribué à sa mort prématurée? Quelle que soit la réponse, Lucille Rixen est entrée dans l'histoire. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.